Je dirais que les mouschidettes au Maroc ont été quelque chose de très symbolique, justement avec la Moudouena. Ils ont une portée symbolique. Comment dire ? Lors de la révélation, les premiers temps de la révélation, nous avons des femmes qui étaient tout le temps dans la mosquée à côté des hommes. Et après des siècles, on a exclu les femmes de cet espace sacré et de cet espace sociopolitique. Et là, en faisant justement cette relecture à partir d'une perspective féminine, on a remarqué que les femmes étaient et elles devaient retourner à cet espace-là dont on les avait exclus. Donc, pour les autres femmes, pour le peuple, retrouver des mouschidettes, des guides spirituels à l'intérieur des mosquées, alors qu'on avait l'habitude de mettre des femmes dans des espaces clos, des espaces qui sont complètement marginalisés par rapport à l'espace, le grand espace qui est juste pour les hommes. Et donc, on n'avait que l'imam, cette figure-là qui était très centrale au niveau de la mosquée. Retrouver des guides spirituels féminins, c'était quelque chose de très valorisant par rapport aux populations féminines. Je dirais que le rôle d'une guide spirituelle répond à un besoin spécifique des femmes. Prenons le cas d'une femme qui se trouverait embarrassée pour poser certaines questions de jurisprudence ou des questions qui concernent principalement les femmes. Elle peut alors s'adresser à une mourchida, une guide spirituelle qui répondra à toutes ces interrogations. Les femmes ont besoin de se confier en toute discrétion. La guide spirituelle peut également organiser pour les femmes des séances de questions-réponses à la mosquée. Il est aussi possible que les femmes viennent uniquement pour poser des questions et pour parler avec une personne qui lui garantit la confidentialité et qui lui prodigue des conseils devenus rares de nos jours. Moi, ce que je pose comme question, c'est jusqu'où vont aller ces mourchidettes? Je ne pense pas qu'elles vont aller très loin. Parce que juste pour la symbolique, c'est très très bien. Mais après, c'est sûr qu'elles ont un côté social qui est très intéressant, mais ça reste dans la symbolique. Parce que tant qu'on n'a pas fait la réforme de l'interprétation religieuse, du fiqh qui est le droit musulman, ces mourchidettes, je suis désolée, elles vont transmettre la même interprétation patriarcale du religieux. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qu'en est-il de la pensée féminine sur l'islam en France? L'anthropologue Doulia Bouzard travaille sur le terrain depuis des années et recueille le témoignage de femmes musulmanes prises entre les exigences de la laïcité à la française et le souci de rester fidèles aux sources de leur foi. Il y a une spécificité en France, c'est que depuis l'école maternelle, tous les enfants, et notamment ceux qui sont nés en France, ont été obligés de se mélanger avec des enfants qui ont une autre vision du monde. Donc une enfant musulmane a été copine avec Élisabeth, qui ne croit pas en Dieu, avec David, qui est juif, avec Marie, qui est catho. Et cette transpiration commune va provoquer un changement de compréhension de la religion, parce que le lien humain est tellement fort qu'il y a certaines interprétations qui vont déranger, que les jeunes, cette génération née en France de confession musulmane, elle va avoir besoin de relire son texte à la lumière de cette expérience. Ce n'est donc plus le clan qui définit ce que l'islam dit, mais c'est je vérifie ce que le clan me dit, que l'islam dit. Et elles vont dépoussiérer tout ça. Elles vont dépoussiérer tout ça pour essayer de faire la part entre les traditions de papa et maman et finalement le message religieux. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est que du coup, elles se rendent compte qu'elles ne comprennent pas le texte de la même façon que leur grand-mère. Et ça,
c'est se rendre compte de la subjectivité de la compréhension du message, c'est-à-dire le Coran est la parole de Dieu, mais elles prennent conscience que l'interprétation est toujours humaine, c'est toujours une production, je comprends mon texte à partir de ce que je suis et de ce que je vis. Ça, ce n'est pas rien dans l'histoire de l'islam. Je pense que c'est très compliqué pour chacune d'entre nous, et là je me mets à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on use de cet esprit des Lumières pour faire la différence entre l'interprétation humaine et se réapproprier notre texte religieux avec nos outils de la raison, avec notre autonomie, notre liberté, on sent bien que le pouvoir politique et médiatique utilise cela pour attaquer notre religion et pour continuer à nous enfermer dans une définition qui n'est pas la nôtre, comme si on était toutes des femmes soumises, etc. Et que la seule façon d'arriver à l'autonomie, ce serait de quitter la religion. Et donc, cette façon de poser le débat de façon bipolaire avec un islam qui serait par essence archaïque nous enlève vraiment cet espace de liberté et nous empêche d'appliquer les outils qu'on nous a appris à l'école. Et donc, c'est une injonction paradoxale de manière permanente qu'on vit en France. À part former les médias et les politiques, ce que moi j'ai choisi de faire, j'ai laissé de côté la question de l'interprétation des femmes pour les femmes, enfin pas pour les femmes, pour une bonne entente entre hommes et femmes, une complicité de couple, et je me suis tournée vers la formation des politiques et des médias uniquement pour essayer justement de permettre cet espace de liberté et de permettre aux femmes musulmanes de faire comme les juives et les chrétiennes, de pouvoir remettre en question l'interprétation des hommes sans que des politiques utilisent cela pour finalement diviser les Français sur la question religieuse. Elle, qu'on n'a pas vue depuis des années sur les écrans occidentaux, nous a fait l'amitié de s'exprimer devant les caméras de France Télévisions. Fatima Mernissi est l'une des pionnières de l'exégèse au féminin en terre d'islam. Elle n'a jamais cessé d'inciter à sortir du discours traditionnaliste et d'élaborer une réforme de l'intérieur de l'islam. Outre ses nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, Fatima Mernissi anime des ateliers d'écriture et croit en l'avènement d'une révolution numérique qui serait menée par les nouvelles générations de femmes. J'ai jamais essayé de convaincre les hommes. Qu'Allah me pardonne, je les manipule, mais parce que c'est ça la grande différence, je crois, avec les jeunes. Elles dialoguent. Je crois que ça, c'est important. Ces femmes-là, elles travaillent en équipe avec les hommes. Elles dialoguent. C'est un autre monde. Nous, qu'Allah me pardonne, je manipule. Eux, ils dialoguent. Et la différence est énorme, je crois. Les femmes, c'est des stratèges. Elles ont la capacité de planifier. Et en fait, oui, je suis de la génération Keid, que tu dois développer la capacité de planifier d'avance pour manipuler le monsieur qui est devant. Et moi, dans la ville où je suis né, à Fès, et qui était très traditionnel, on ne peut pas imaginer, mais il y avait Harakat al-Istiqlal, le mouvement de l'indépendance. Et ils ont décidé que Qasim Amin avait écrit un livre, Tahrir al-Mar'a, que si les musulmans, les Arabes, voulaient vaincre les armées qui dominent, il faut qu'ils libèrent les femmes. Tu ne peux pas faire la guerre à l'ennemi en ayant la moitié du bataillon paralysé. Il faut mobiliser. Et donc, c'est un peu, je suis le produit de de la Qarawiyyin qui a été ouverte et où on apprenait à parler du pouvoir des femmes et que uniquement si les hommes et les femmes travaillent ensemble et si les hommes utilisent les cerveaux des femmes, ils peuvent réussir. Et donc, c'est un peu, pour moi, c'était ça l'islam. Et donc, quand j'ai entendu parler la femme battue, dont parle monsieur, comment il s'appelle, dans le clash des civilisations, je ne comprenais pas de quel islam il parlait.
Monsieur Huntington, je me suis dit, c'est sûr qu'il ne parle pas de mon islam. Il parle d'un islam qu'il a fabriqué lui-même, mais pas le mien. Ce n'est pas les livres connus, mes livres connus qui ont fait de l'impact, mais c'est mes ateliers d'écriture. J'ai commencé les ateliers d'écriture avec les femmes qui étaient actives. Et je leur dis, pour s'imposer, il faut faire des livres. On en a fait avec moi une dizaine. Les femmes et les médias, les femmes et l'éducation, les femmes, etc., où on décrivait la situation. Et je crois que ces livres ont fait de la visibilité et ça me ramène au pouvoir des médias. Les médias sont infiltrés par les femmes. Et c'est pour ça que n'importe quel magazine tu l'ouvres, et les médias, c'est le 4e pouvoir. Donc, pour moi, j'ai toujours cru que les médias donnaient le pouvoir, c'était un champ non miné, ouvert devant les femmes. Et elles le savaient et elles l'ont pris. Nous sommes aujourd'hui une génération, ce que j'appelle une génération assez chanceuse, parce que nous sommes arrivés après une bataille, on va dire entre guillemets, ces femmes qui ont négocié, manipulé, etc., et qui ont fait beaucoup de choses pour que nous arrivions à un moment où nous pouvons dialoguer. Parce que je ne pense pas que nous aurions pu le faire si les femmes, si nos mères et les générations qui ont précédé n'avaient pas justement usé de ruses, de stratagèmes, etc., pour disons, baliser la voie et pour que nous puissions nous arriver dans un contexte où le dialogue est possible. Je pense que toutes ces femmes qui agissent dans les autres pays, que ce soit les pays du Maghreb, avec par exemple Fatima Mernissi, que tout le monde a lu, ou d'autres aux États-Unis, je pense qu'elles font du bien à toutes les femmes parce que justement elles arrivent à drainer l'énergie, la chaîne humaine. Donc elles font de toute façon un travail pionnier positif. Simplement la situation des Françaises, je pense, est vraiment particulière. Elle est vraiment particulière parce que c'est un climat très 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 pesant et ça prend énormément d'énergie d'essayer de se définir librement en tant que femme musulmane dans ce contexte-là où l'islam est devenu un objet politique pris en otage en fait. Le féminisme musulman, et ça nous permet de réconcilier notre religion avec la modernité. Ça nous permet aussi, par exemple dans le cas tunisien, après le printemps arabe, le féminisme musulman nous permet de dépasser la fausse contradiction entre musulmans et laïcs, entre modernes et traditionnalistes, entre Occident et Orient. Que l'homme ne sera pas un citoyen, tant qu'on refusera à l'homme la citoyenneté, la femme n'aura pas sa liberté. C'est la raison pour laquelle je dis aux femmes, on doit lutter avec les hommes pour demander la démocratie, pour que l'homme comme la femme deviennent des citoyens. Ce n'est qu'après cela qu'on pourra avoir nos droits, les droits équivalents à ceux de l'homme. Moi, s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est certaines personnes qui associent islam à austérité, à mort, à malheur, à souffrance, alors que l'islam est dans son sens le plus profond un hymne à la vie, à l'amour, à la joie. Si on est musulman et qu'on n'est pas serein, si on est musulman et qu'on n'est pas heureux, malgré les aléas de la vie, les problèmes, etc., c'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas dans l'islam, mais dans l'usage qu'on nous a appris à en faire.